Et bonjour tout le monde, c'est Seal Redfield et aujourd'hui on se retrouve pour la première partie du vidéo test de Gears of War premier du nom. Un vidéo test particulier car j'ai décidé de vous faire le test du jeu non pas sur la version 360 mais sur la version Xbox One. A la base j'avais écrit le test sur la version 360, je devais même vous le faire en vidéo mais la version One a été annoncée. Donc du coup je me suis dit que c'était plus intéressant pour moi comme pour vous d'attendre en fait et de vous faire un seul test et qui prennent en compte en fait mon avis sur les deux versions, la version 360 et la version One, plutôt que de vous faire deux tests, un test par version où là ça aurait peut-être pas été le top. Bien évidemment mon avis diffère légèrement d'une version à l'autre, mais rassurez-vous, je vais vous dire si certains éléments que je critique ne concernent qu'une seule des deux versions, et à ce moment-là je préciserai laquelle, ou si les éléments que je critique concernent les deux versions. Voilà. Gears of War version 360, c'est édité par Microsoft, c'est développé par Epic Games et c'est dispo depuis le 17 novembre 2006. Gears of War version One, c'est édité par Microsoft, c'est développé par Black Tusk Studio et c'est dispo depuis le 25 août 2015. Dans les deux cas, ça reste de l'action en vue à la troisième personne, ça reste composé d'un mode solo et d'un mode multi et c'est déconseillé au moins de 18 ans. Je vais rester ici quelques secondes pour vous conter le postulat de départ de l'histoire de Gears of War. L'action de Gears of War se passe sur la planète Serra. Des nations se battent pour obtenir des restes de pétrole, mais une nouvelle source d'énergie apparaît, l'immulsion. Une guerre encore plus violente éclate pour savoir qui va posséder la précieuse ressource, mais un jour, des créatures sortent du sol pour attaquer les êtres humains. Et ces créatures, ce sont des locustes qui, à la base, vivent sous terre. Mais, suite à la perforation des sols par les êtres humains, pour récupérer l'immulsion, de nombreux locustes sont morts et l'immulsion s'est déversée sur d'autres locustes et a provoqué en eux des mutations qui les ont rendus encore plus violents, encore plus brutaux, encore plus hargneux, encore plus agressifs, encore plus vénères. Voilà, ça y est, je l'ai dit, les locustes, ils sont vénères. Excusez-moi. Voilà, j'ai pas pris ma boîte de suppo avant de commencer ma vidéo et voilà ce que ça donne. Enfin bon, bref. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que les dégâts provoqués par les êtres humains sont accidentels, mais les locustes veulent quand même se venger et remontent à la surface pour leur mettre joyeusement sur la gueule. Le jour de la sortie des locustes des sols est baptisé jour E, ou Emergence Day, en VO. Conscient que l'espèce humaine est vraiment menacée d'extinction, les différentes factions qui jusqu'à présent se faisaient la guerre pour posséder l'immulsion décident de faire face à l'ennemi commun et de faire une trêve pour se défaire des locustes. C'était pas facile là. Ça a été très long, j'ai eu du mal à respirer, c'était pas cool. Enfin bon bref, l'action du jeu se déroule 14 ans après l'émergence Day. Dominique Santiago, un soldat de la CGU, alors la CGU c'est une force militaire qui a pour but de contrer la menace locuste, décide d'aller libérer de prison Marcus Phoenix, le personnage que l'on incarne, qui est un ancien soldat de la CGU qui a été mis en tôle parce qu'il était pas sage. Voilà, il était pas sage, donc en prison, tout simplement. Ce qu'il faut savoir, c'est que la CGU a été chercher Marcus en prison, tout simplement parce que ça fait 14 ans que la CGU se met sur la gueule avec les locustes, et ça fait 14 ans que les humains s'en prennent plein la gueule. Du coup, les locustes sont en train de gagner cette guerre, et la CGU a besoin d'effectifs, et elle est prête à les récupérer n'importe où, et s'il faut qu'elle récupère des soldats qu'elle a elle-même mis en prison, eh bien elle le fait. Et c'est ça qui arrive à Marcus. Et on l'appelle pour venir se battre contre les locustes alors que ses supérieurs l'ont mis en prison. Ils n'ont pas peur qu'il soit rancunier, le mec, hein. Enfin bon, bref. Voilà pour ce qui est du postulat de départ du scénario. Maintenant je vais pouvoir jouer un petit peu, ça va être plus simple. Je préférais rester là pour commencer à vous raconter le scénario, parce que vu qu'il est compliqué, en fait j'ai une feuille avec des notes, donc vous voyez, avec des mots-clés, et si jamais j'avais commencé à jouer, je sens que voilà, je me serais perdu, ça aurait été n'importe quoi. Voilà. Alors que là, ça va être un peu plus simple, donc je pense que ça va aller.
Créer une licence, c'est très compliqué. Parce qu'il faut créer un monde, il faut créer un univers, il faut créer un background et ce qui le caractérise, vous voyez. Il faut créer une histoire, mais pas une histoire dans le sens où il faut créer l'histoire du jeu, mais il faut créer l'histoire de ce monde. C'est-à-dire il faut créer un univers et le faire évoluer, lui créer une histoire à cet univers. Et ça, c'est très très compliqué parce que créer ce background et le faire évoluer, quand on part d'une feuille blanche, c'est à l'imagination, c'est à l'idée. Voilà, c'est un groupe de personnes qui balancent des idées qui marchent ou qui marchent pas, qui vont créer un tout qui fonctionne ou qui fonctionne pas. Et c'est ça en fait la principale difficulté, c'est qu'il faut créer cette grande histoire, et dans cette grande histoire, l'histoire de cet univers, il faut y intégrer l'histoire du jeu. Et dans l'histoire du jeu, il faut créer des personnages, des factions qui ont tous un rôle, une manière d'interagir avec les autres, une relation qui les lie entre eux. Et il faut créer tout ça. Et le plus compliqué, c'est qu'il faut créer un tout qui soit cohérent, crédible, mais en même temps qui soit unique. C'est ça en fait une des principales difficultés, c'est de créer un tout qui soit unique, même si c'est référencé. Je veux dire, on peut très bien s'inspirer de quelque chose pour créer autre chose, mais à partir du moment où on ne le copie pas, où on ne le plagie pas, où on ne le pille pas, ça reste de la référence. Et c'est ça en fait un des points qu'il est important de mettre en avant, c'est que Gears of War, son background, son univers, tout ça, c'est une réussite totale. On sent le travail des différents développeurs, on sent le travail des différents scénaristes, on sent le travail de toutes les personnes qui ont travaillé sur le jeu. On sent qu'ils ont voulu faire quelque chose qui soit unique, même si c'est pas entre guillemets original dans le sens où ce n'est pas inédit. Mais on sent des petites références ici et là. Mais Gears of War est unique. De par son background, son univers, ses personnages, même si ça reste inspiré de certaines choses, c'est unique. Le scénario de Gears of War, il est très classique, soyons clairs. C'est quoi l'histoire? C'est des soldats qui sont envoyés pour une mission, au moins aussi couillue que risquée, qui a pour but d'éliminer la menace Locust. C'est tout. Le scénario, il est vu, revu et revu. C'est dire à quel point on l'a vu. Ok? Mais, dans Gears of War, je trouve que ce scénario, qui est simple, il passe très bien. Et je vais vous dire pourquoi en un mot. L'ambiance. L'ambiance de Gears of War fait très film d'action des années 80 et 90. Ces films d'action que je regardais quand j'étais plus jeune et qui me plaisaient, qui me plaisent toujours aujourd'hui d'ailleurs. C'est vraiment cette période-là des années, on va même dire 70 à 2000, mais plus les années 80 et 90, qui me plaisent en termes de cinéma. Voilà, moi c'est vraiment Die Hard, Predator, Alien, l'échelle de Jacob... je sais pas moi, il y a quoi, il y a Orange Mécanique, il y a tout ça quoi. Ça paraît cliché et tout, comme ça, dit comme ça, mais je peux vous assurer, c'est vraiment ça mes références quoi. Beaucoup plus que ce qui se fait actuellement. Mais bon, tout ça pour dire que dans les années 80-90, il y avait aussi des films d'action bourrins qui mélangeaient à la fois une violence, mais vraiment une grande violence, même parfois outrancière, avec beaucoup d'humour et même un petit côté second degré par moment. Et ça donnait lieu parfois à des films qui étaient totalement ultra violents, même trash, limite des fois, comme Bad Taste par exemple, mais qui en même temps étaient tellement exagérés, mais qu'ils en devenaient drôles. Mais en dehors de ce côté exagéré qui était drôle, il y avait quand même des moments drôles dans le film, en dehors du gore outrancier. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a des moments où le film était drôle parce qu'il était conçu pour être drôle, et il y a des moments où il était drôle parce que c'était tellement exagéré que ça en devenait drôle. Vous voyez? Eh bien, même si Bad Taste c'était un film d'horreur, c'était pas un film d'action, j'ai retrouvé un petit peu de ça dans Gears of War, mais version action, vous voyez, version Samurai Cop, des trucs comme ça. J'ai retrouvé cette ambiance de film des années 80-90 qui mélangeait habilement l'ultra-violence, l'action et l'humour, avec un petit côté absurde aussi par moment. Et ça m'a fait plaisir de retrouver ça, parce que le point de départ de Gears of War, soyons clairs, il est sérieux. Le point de départ, c'est quoi? C'est les humains qui font face à leur possible extinction par les locustes. Je veux dire,
C'est l'être humain qui se dit peut-être demain j'existerai plus. Peut-être qu'on est les derniers humains sur Terre, peut-être qu'on est la dernière génération. Et ça, c'est pas drôle. C'est franchement pas drôle. Et les mecs, ils ont réussi à partir de ce postulat-là, qui est limite déprimant, hein, il faut le dire, bah, ils ont réussi à faire un jeu qui ne se prend pas au sérieux. Alors je vais me la fermer pour essayer de dégommer les trucs, parce que je me rappelle plus trop des touches. Le test était très très long à préparer. Le test était très très long à préparer, du coup j'ai mis très très longtemps en fait avant de pouvoir concrètement commencer cette vidéo. C'est pour ça que je me rappelle plus trop des touches. Entre la dernière fois où j'y ai joué et où j'ai commencé à écrire le test et maintenant, il s'est écoulé pas mal de temps, hein, plusieurs semaines. Je travaille vraiment d'arrache-pied hein, sur mes tests. Faut pas croire que je fais ça en 2 heures. Hein. C'est vraiment... c'est une question de jours, même de semaines. Hein. C'est énorme. Et je compte pas le temps de jeu dedans. Je compte pas le temps de jeu. Je m'efforce vraiment de fournir un travail, entre guillemets, de qualité. Hein. Enfin bon, bref. Je fais quelque chose, en fait, qui, moi, me convient. Donc je me dis que si moi, ça me convient, et que ça vous convient, bah, on est sur la même longueur d'onde, logiquement. Je parle juste du contenu, hein, pas de ce que je dis. Hein. Je parle juste de ma façon, en fait, de donner vie à mon avis, de formuler mes tests. Voilà, c'était une petite parenthèse pour vraiment vous expliquer. C'est pour ça que je fais pas beaucoup de vidéos, parce qu'elles mettent très longtemps à se faire. Je sais que mes prochains tests, là, j'en ai encore pour une semaine, quoi. Enfin bon, bref, là, je m'éparpille. Comme je vous disais, le jeu ne se prend pas du tout au sérieux. Et vraiment, je vais vous dire un truc, il y a des scènes dans ce jeu, mais qui sont absurdes au plus haut point. Je veux dire, il y a une scène, par exemple, on est dans un wagon. Oula! Je baisse les yeux 2 secondes pour regarder ma feuille de notes, et puis je me fais agresser. Sans éducation, quoi, le mec. Donc je vous disais, il y a une scène, on est dans un wagon, comme ça. On est sur des rails, vous voyez. On est comme ça, on avance. Et puis d'un coup, boum, le truc s'arrête. Le bout du pont, c'est le bout du tunnel, d'accord? Donc vous imaginez, là, il y a une petite porte. On se dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, on ne sait pas ce qui se passe et tout. Et puis d'un coup, il y a Dominique, dans son fourgon, qui traverse l'écran de droite à gauche et qui nous fait « Salut !» Vous voyez, c'est ça Gears of War. C'est un mélange entre l'ultra-violence, des têtes qui explosent, des jambes arrachées, des tripes, tout ce que vous voulez. Des scènes d'humour et des scènes comme ça, mais complètement absurdes. On ne sait pas d'où elles viennent, mais elles sont drôles et elles fonctionnent. C'est ça en fait qui est génial. C'est que Gears of War, avec cette ambiance, fonctionne. Et l'ambiance, c'est un gros point positif dans ce Gears of War, vous l'aurez compris, je l'ai suffisamment mis en avant. Mais pourquoi ça fonctionne? C'est ça la question. Pourquoi l'ambiance de ce Gears of War fonctionne? Parce qu'il faut bien prendre en compte le fait que les différents éléments qui composent l'ambiance de ce Gears of War, ils étaient très risqués. Je veux dire, c'était très risqué de faire un mélange comme ça. Et du coup, ben, ça aurait pu péter à la gueule des développeurs, vous voyez. Ça aurait pu ne pas être maîtrisé. Ça aurait pu échouer lamentablement. Et le fait est que ce n'est pas le cas. L'ambiance est un gros point positif pour plusieurs raisons. La première, c'est que tous les éléments, la violence, l'action, l'humour, l'absurde, le gore, tout ça est bien dosé. C'est très bien réparti dans le jeu. Il n'y a aucun moment où le jeu en fait trop. Il n'y a aucun moment où le jeu n'en fait pas assez. C'est toujours parfait. Et c'est ça en fait, l'une des grandes forces de Gears of War. C'est que tout est bien dosé. Et ça pour moi ça veut dire quelque chose. Ça veut dire simplement que les développeurs, ils ont maîtrisé leur jeu. Ils ont eu des idées, d'accord? Une volonté de faire une ambiance particulière. Et à partir du moment où ils ont décidé de faire cette ambiance, ils se sont donnés à fond. Et parce qu'ils se sont donnés à fond, et parce qu'ils ont aussi réussi à maîtriser les différents éléments alors que c'était risqué, alors que ça aurait pu échouer, qu'ils auraient pu faire un jeu qui soit un véritable navet, soyons clairs, les développeurs ont réussi à faire un jeu maîtrisé.
sur tous ces aspects-là. Les éléments, la naissance en fait de tous ces éléments, le mélange et la répartition de tous ces éléments au fur et à mesure qu'on progresse dans le jeu est bien répartie, bien maîtrisée, et ça c'est l'une des raisons qui fait que l'ambiance est un point positif dans le jeu. L'autre raison, c'est tout simplement que cette ambiance en fait, qui mélange habilement l'action, le gore, l'humour, l'absurde, c'est un choix complètement assumé, c'est une ambiance qui est choisie, et parce que c'est choisi, les développeurs ont été à fond dans ce sens-là. Je veux dire, tout va dans le sens de cette volonté de faire un jeu qui mélange habilement ces différents genres. Et ça, c'est important. Parce que ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que tout a été pensé, tous les éléments qui ont été choisis ont été validés parce qu'ils allaient dans le sens de cette volonté de faire un jeu qui mélange action, humour, gore, violence outrancière et absurde. Et ça, c'est pas rien. Ça, c'est vraiment pas rien. Parce que, comme je l'ai dit et je me répète, mais c'est pas grave, c'était risqué comme mélange, c'était très risqué. Ils auraient pu vraiment échouer, ils auraient pu faire un jeu ridicule, absurde, et au final, ce n'est pas le cas. Le jeu est drôle, mais parce qu'il est maîtrisé. Et il est drôle quand les développeurs ont choisi qu'il soit drôle. On ne rit jamais du jeu, c'est ça en fait qu'il faut bien prendre en compte. On rit parce que le jeu est drôle, à certains moments, mais on ne rit pas du jeu en lui-même. Le jeu n'est pas ridicule, c'est ça qu'il faut prendre en compte. C'est un élément, j'insiste beaucoup dessus, mais c'était important pour moi de vous le préciser. De toute façon, toute cette première partie du test, c'est vraiment centré sur l'ambiance. Tout ce qui va dans le sens de l'ambiance. C'est pour ça, cette première vidéo, vraiment, je m'attarde dessus. Le scénario, par exemple, il est simple, oui, mais il est efficace. Il est percutant. Il y a quand même des bonnes idées dedans. Et il y a des gens, voilà, dans la vie, avec qui j'ai discuté, qui m'ont dit oui, le scénario de Gears of War, il est simple, c'est un scénario feignant. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Le scénario, il est simple, oui, mais il n'est pas feignant. Parce que le postulat de départ, le scénario en lui-même, oui, il est très simple, je suis d'accord, mais il n'est pas feignant tout simplement parce que c'est un choix des développeurs d'avoir fait un scénario aussi simple. Et Gears of War n'a pas besoin d'un scénario compliqué, il n'a pas besoin d'un scénario qui te retourne le cerveau, il n'y a pas besoin d'un scénario, je veux dire, tu vois, qui est tellement compliqué que tu vas faire des recherches sur internet pour essayer de comprendre le scénario du jeu. Le scénario est riche, l'univers est riche, le background est travaillé, mais le scénario en lui-même, il n'est pas compliqué. Voilà. Comme je vous l'ai dit, on peut le résumer très simplement, le scénario. C'est Locuste, tu es humain, humain, tu es Locuste. Point. Le scénario de Gears of War, si j'avais dû le résumer beaucoup plus simplement, au lieu de rentrer dans le détail au début de la vidéo, je vous aurais dit ça. Tout simplement. Et pour moi, le scénario de Gears of War n'est pas feignant, tout simplement parce que le travail sur l'univers, sur l'ambiance, il est présent, il est visible. Je le ressens quand je joue à Gears of War. Je le vois, je le sens, je l'entends. Je sens que les mecs, ils ont fourni un travail énorme, que ce soit sur le background ou sur le jeu en lui-même. Et c'est parce que, justement, ils ont fourni ce travail et que je le ressens en tant que joueur, que je me dis que les mecs, ils n'ont pas bâclé leur scénario. Ils ont voulu faire un scénario qui soit pas trop compliqué, mais qui ne soit pas forcément moins intéressant qu'un autre scénario. Je veux dire, c'est ça en fait, c'est ça la petite nuance, la petite nuance que je veux apporter, c'est que le scénario est simple, ok, mais il n'est pas feignant. Et il n'est pas feignant parce que le travail effectué sur le background du jeu est phénoménal. Et perso, en tant que joueur, je le ressens, je le vois, je l'entends, je le sens, je le ressens. Quand je joue à Gears of War, je sens que les mecs, ils n'ont pas fait leur jeu en 6 mois entre le dessert et le fromage. Ils ont vraiment fait leur jeu, ils ont pensé leur jeu, ils ont réfléchi leur jeu, ils ont conçu leur jeu. Tout ça en voulant faire du mieux qu'ils pouvaient. Et ça, je l'ai ressenti vraiment.
Et ça se voit, franchement ça se voit. Je veux dire, moi je défendrai toujours Gears of War, ça c'est un truc, voilà. Alors que c'est une licence qui à la base me disait rien. Moi j'ai commencé cette année avec le 3, vous voyez. Donc c'est dire en fait à quel point je m'y prends tard concernant Gears of War. Mais si justement ça m'a fait cet effet là alors que j'ai commencé que cette année, imaginez si j'avais commencé le jeu en 2006 quand il est sorti. Imaginez l'impact que ça aurait eu. Je vous laisse imaginer. Je vous laisse imaginer. Enfin bon bref. Là je m'égare. Vous voyez ça, il n'y a rien du tout là-dessus dans mes notes. Hein. Je veux dire, je pars vraiment dans mon délire. Là je suis tellement, en fait, j'ai tellement envie de vous parler du jeu que voilà. Enfin bon bref. Ce qui fait en fait que le jeu a une bonne ambiance, comme je vous disais, c'est que tout a été pensé pour aller dans le sens de cette ambiance. Et parmi les différents éléments, il y a aussi les personnages et les développements des personnages. Je veux dire, regardez par exemple Dominique. Attendez, je vais me rapprocher un petit peu. Regardez Dominique. Le mec, c'est une exagération de soldat, ou de l'idée que l'on peut se faire d'un soldat. Je veux dire, il est musclé à outrance, il a une voix énorme, il a des bras énormes, un flingue énorme, il a une gueule un petit peu marquée, burinée. Je veux dire, c'est vraiment limite une caricature de soldat. Mais vous voyez, si on part de ce principe-là, si on dit ça à quelqu'un, il va dire oui, donc c'est raté. Mais non, c'est pas raté. Pourquoi? Parce que les personnages du jeu, pour la plupart, et je dis bien pour la plupart, sont charismatiques. Déjà, leur chara-design est réussi, mais les personnages en eux-mêmes, ils sont charismatiques. Et c'est ça qu'il est important de préciser, je pense. C'est que leur gueule, leur look, tout est réussi. Même leur voix, et je vais reparler de la VF dans pas longtemps, mais même leur voix est réussie. Et ce qui est important de préciser, c'est que les personnages, on pourrait se dire, en fait, c'est des gros buffs qui servent à rien, qui sont tout juste bons à défourailler du locuste. Sur le papier, c'est ça. Mais en vrai, les personnages sont attachants. Marcus, Dominique, ils sont attachants. Parce qu'ils ont une personnalité. Vous voyez, il y a quelque chose. C'est pas juste des gros bofs auxquels on ne peut pas s'attacher. C'est des gros bofs, mais il y a quelque chose. Mais ça, je peux pas l'expliquer, vous voyez. Il faut écouter les dialogues, il faut suivre le scénario. C'est con, en fait, mais Marcus et Dominique, il y a une relation qui les unit. Une relation d'amitié, une relation de confiance. On sent que c'est deux frères d'armes qui vraiment sont allés au combat ensemble. Que les mecs, ils peuvent compter l'un sur l'autre. Et cette relation-là, elle n'est pas mise en avant dans le jeu. Il n'y a aucun moment où les développeurs ils se sont dit « Bon écoutez, on va créer une relation entre ces deux personnages et ça va être l'essence même du jeu. » Honnêtement, je pense pas qu'ils aient voulu faire ça. Mais ils ont quand même suffisamment pensé leurs personnages pour créer une relation entre ces deux personnages, une relation d'amitié, de confiance, donc comme je l'ai dit, qui clairement enrichit ces deux personnages et enrichit en fait leur histoire, leur vécu et la façon dont ils interagissent. Et ça, c'est important. D'autres personnages, comme par exemple Baird ou Cole, sont eux aussi charismatiques, un peu moins que Marcus et Dominique, soyons clairs, mais c'est pareil, eux, il y a une amitié qui les unit. Par exemple, la scène où Baird demande à Cole où sont les autres membres de l'équipe et où Cole lui montre les plaques de la CGU, donc ce qui signifie en fait que leurs collègues sont morts, eh bien, il y a un plan sur le visage de Baird, voilà, on voit que le mec, ça lui fait quelque chose. C'est con, mais on voit que ça lui fait quelque chose. Et on voit que Baird et Cole, ils sont potes. Et ils ont confiance l'un dans l'autre, comme Marcus et Dominique. Alors que Baird et Cole sont deux personnages secondaires, et Dominique et Marcus, deux personnages prioritaires. Principaux plutôt. Donc voilà. Vraiment, c'est ça l'une des forces aussi de Gears of War. C'est qu'il y a des petites subtilités qui montrent que les personnages, entre eux, ils sont suffisamment travaillés, et ils ont quand même une relation qui les unit. Mais même Baird et Marcus. Hein, je veux dire, j'ai pris l'exemple de Dom et Marcus et de Baird et Cole, mais même Marcus et Baird. Cole, lui, c'est un peu plus compliqué. À part avec Baird, on peut pas dire qu'il ait vraiment de grandes interactions avec les autres personnages. Ses interactions se cantonnent au fait que c'est un ancien joueur de trash ball célèbre et que du coup, les gens, ils le reconnaissent. À certains moments, ils font « Hey, c'est toi, c'est Cole, la superstar !» Et lui, il fait « Ouais, c'est moi !» Vous voyez, c'est ça, en fait, les interactions de Cole. Mais c'est marrant. Franchement, j'ai trouvé ça pas mal aussi. Mais voilà. Et ce qui fait que ça marche, c'est
que justement cette relation entre Marcus et Dominique, elle n'est pas trop mise en avant. Je veux dire, elle est subtile. C'est vraiment ceux qui vont s'intéresser, qui vont trouver le jeu bien et qui vont s'intéresser à ces personnages, qui vont peut-être pouvoir détecter ça. En tout cas, moi, je l'ai ressenti. Après, si vous ne l'avez pas ressenti, n'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires, on pourra débattre. Tant que c'est argumenté et intéressant, moi, ça me va. Il n'y a pas de problème, j'y répondrai. Je mets parfois du temps, mais je répondrai à vos commentaires. Autre élément qui va dans le sens de l'ambiance de ce Gears of War, c'est la bande son. Et la bande son, j'ai commencé par les doublages. Alors, les doublages, ce qu'il faut savoir, c'est que les voix des personnages, elles sont exagérées au possible. Vous voyez, c'est des voix, entre guillemets, uniques. C'est des voix que tu n'entends pas partout. Vous voyez, c'est comme les voix de Stallone ou de Schwarzenegger. Tu vois, tu n'as pas l'impression de les avoir entendues 10 fois. Elles sont uniques. Tu vois, même quelqu'un qui les imite, il pourra jamais remplacer ces gars-là. Parce que les mecs, ils ont une voix incroyable. Et bien là, c'est la même chose, le même ressenti. Les gars, ils ont des voix tellement exagérées que tu te dis, mais c'est pas possible. Ce mec-là, s'il a fait un autre doublage, eh bien, voilà, je le saurais directement. Et c'est le cas en fait. Parce que par exemple, le doubleur de Marcus, je peux vous le dire d'emblée, c'est aussi le doubleur de Victor Sullivan. C'est aussi le doubleur de certaines stars de cinéma. Voilà, c'est ça en fait le truc, c'est que les voix sont très exagérées, mais elles collent parfaitement au personnage. Elles continuent d'apporter du charisme à ces personnages. Et en plus de ça, je veux dire, les doubleurs en question, ils ont fourni un travail suffisamment excellent pour arriver en fait à avoir une voix qui soit aussi indissociable, à mes yeux en tout cas, du personnage vidéoludique auquel ils ont donné vie à travers leur voix, que l'acteur qu'ils ont doublé dans des films qu'ils ont donc traduits en français. Et ça, c'est énorme. Voilà. La majorité des personnages ont des voix incroyablement graves, c'est limite exagéré comme je vous ai dit. Très peu ont des voix normales. Baird a une voix normale. D'ailleurs, c'est peut-être l'une des rares voix qui un petit peu m'a interpellé, mais dans le mauvais sens du terme. Je trouve que la voix va pas avec le personnage. Le doubleur est pas mauvais, mais la voix correspond pas au personnage, je trouve. Le doublage un petit peu exagéré, un petit peu caricatural, c'est pareil, ça aurait dû être un point négatif, mais ça n'en est pas un à mes yeux. Pourquoi? Tout simplement parce que ça continue d'aller dans le sens de l'ambiance. Faut pas oublier que les personnages, ce sont des gros bofs en fait, des gros bœufs qui passent leur temps à défourailler du locuste. Je veux dire, techniquement, s'il n'y a pas le son, je veux dire, qu'on voit juste un extrait du jeu, on voit ça, c'est l'image qu'on se fait des personnages. Et les voix vont complètement dans le sens du chara-design des personnages. Et ça, c'est incroyable. Ça veut dire que les mecs ont très bien choisi leur voix, sauf à de rares exceptions. Après, soyons clairs, même si la VF, moi perso, elle me convient très bien, elle me plaît beaucoup, faut quand même bien préciser que le jeu d'acteur de certains doubleurs français est clairement à la ramasse. Hein, je veux dire, il y a par exemple le doubleur de Prescott ou même de d'autres personnages. Faut avouer que le mec il joue pas toujours très juste. Honnêtement, il y a des moments où j'ai même trouvé ça très mal joué, pour être parfaitement honnête. Enfin bon bref, dans l'ensemble ça passe quand même bien. Pour ce qui est des bruitages, alors il y a les bruitages d'ambiance et il y a les bruitages en fait de comment dire, il y a les bruitages d'ambiance, donc je vais commencer par ça. Alors, lorsqu'on est en extérieur, c'est pour ça que je voulais vous montrer ce chapitre dans cette première partie, il y a des bruits de bois qui craquent, de vent, de terre, voilà, la pluie, tous ces éléments-là, tous ces bruitages-là sont très réussis. Je trouve qu'ils rendent très bien, il n'y a pas de problème, franchement c'est parfait, ça ajoute un petit truc, mais le gros du jeu, niveau bruitage, putain j'ai mal à la gorge, c'est vraiment tout ce qui concerne le côté guerrier du jeu. Voilà, les bruitages d'armes, on sent qu'il y a un impact. Quand on tire au fusil à pompe dans un ennemi, on sait pourquoi on lui arrache la jambe. C'est parce que le bruit est tellement énorme, qu'on se dit que le recul est énorme et on se dit,
On lui a arraché la jambe, mais on comprend même pas pourquoi il y a 2 morceaux. Ça devrait être de la ratatouille par terre. Je veux dire, le bruit de l'arme sous-entend que l'arme en elle-même est tellement puissante que l'ennemi est atomisé, quoi. Et quand on atomise un ennemi, je peux vous assurer qu'on se pose pas de question pourquoi le mec il est en charpie ou pourquoi il est découpé en deux. Tout simplement parce que l'arme est ultra puissante. Et ça, on le ressent grâce au bruitage. Je veux dire, mais même les mitraillettes, même le Lanzor, je veux dire, qui est l'arme que j'ai actuellement. Écoutez, écoutez. Je sais pas si vous avez bien entendu, mais vous voyez, c'est ça, quoi. C'est ça. Quand on tire, il y a un sentiment d'impact avec les fusils d'assaut, avec les pistolets et avec les fusils à pompe. Alors là, c'est même pas un impact là, c'est 2 impacts pour le prix d'un. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus donc des bruitages des armes et des bruitages en fait des balles, des impacts de balles, il y a évidemment les bruitages de chair qui craque, d'os broyés, de tous ces bruitages là qui sont absolument dégueulasses, qui continuent en fait de renforcer la sensation d'impact que l'on peut avoir en fait en tirant sur un ennemi. En plus de ça, faut bien prendre en compte le fait que notre personnage, il a aussi ça, la tronçonneuse en dessous du Lanzor. Et je peux vous assurer que la tronçonneuse, quand on s'en sert, et quand on tronçonne pardon, un ennemi, on se demande pas, on se pose pas de questions, parce que le Lanzor, quand on tronçonne cet ennemi en fait, ce qui est incroyable, c'est ça en fait que j'adore dans ce Gears of War, vous voyez, c'est que quand on tronçonne cet ennemi, ah merde, je suis tombé. Quand on tronçonne l'ennemi, il faut bien prendre en compte qu'il y a le bruit de la tronçonneuse, qui déjà est dégueulasse hein, en lui-même. Un bruit de tronçonneuse, ça fait toujours son petit effet. Moi perso, je suis comme tout le monde, j'ai vu Massacre à la tronçonneuse, et je peux vous assurer que comme tout le monde, c'est un film qui m'a marqué. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que le bruit de la tronçonneuse en lui-même, déjà, il procure un petit quelque chose. Mais si vous ajoutez à ça les autres bruits qui renforcent en fait l'immersion, qui créent une énorme bande-son, et bien là vous vous rendez compte en fait qu'on est face à, une fois de plus, un énorme point positif concernant le jeu. Parce que on tronçonne un ennemi, il y a le bruit de la tronçonneuse, il y a le bruit des os broyés, de la chair déchiquetée, il y a aussi le bruit de votre personnage qui hurle en même temps qu'il tronçonne l'ennemi. Vous voyez, c'est tout ça additionné qui fait que la bande-son, en termes de bruitage, elle est excellente. Vraiment excellente. Concernant la dernière partie, la partie musique, moi je vais vous dire honnêtement, j'ai trouvé les musiques de ce Gears of War excellentes. Vraiment, il y a des scènes de combat où on voit beaucoup de locustes et ils arrivent encore et encore et encore. Et puis nous, on est dans un puits, adossé à un mur. Et puis il y en a plein, il y en a plein. On se dit, ça va jamais s'arrêter. Et là, il y a la musique qui se met en branle. Épique à souhait, ça prend une ampleur. On a l'impression finalement d'être dans une séquence finale d'un jeu vidéo. Parce que perso, je me suis dit des fois, mais c'est pas possible, c'est le dernier niveau tellement il est incroyable. Et en fait, non. C'est un combat parmi tant d'autres dans Gears of War. C'est ça qui est incroyable. Il y a quelque chose, il y a une ambiance. Il y a l'ambiance du jeu, déjà, qui est réussi en elle-même, mais il y a tout ce côté épique qui est présent dans Gears of War et qui est présent notamment grâce aux musiques. La bande-son est excellente, à part quelques petites parties du doublage français qui peuvent clairement rebuter, ou même le doublage français en lui-même qui peut rebuter certaines personnes. Il faut prendre en compte le fait que globalement, la bande-son est d'excellente qualité, parfaite au niveau des bruitages, parfaite au niveau des musiques. C'est vraiment que au niveau de la VF que vous risquez d'être partagé. En tout cas, moi j'ai été un peu partagé niveau VF, mais globalement ça reste quand même de qualité, faut pas non plus... voilà. Après, soyons clairs, moi je fais des éloges pour le moment sur toute la partie ambiance, scénario, etc., univers, mais c'est aussi parce que je suis rentré dans le trip du jeu.
Quelqu'un qui va pas rentrer dans le trip de Gears of War, pour lui ça va être ridicule, vous voyez. Quelqu'un qui attend un TPS sérieux, ben ça va pas marcher. Il va pas rentrer dedans. Moi je suis rentré dedans. Et c'est pour ça que je défends ce Gears of War, clairement. Et je le défendrai toujours, ça c'est une certitude. J'adore ce jeu, vraiment je l'adore. Pour finir cette première partie du test, qui, vous voyez, parce que je me suis un petit peu réparti, là j'en suis à 35 minutes de vidéo. À la base, j'avais calculé, ça devait durer à peu près 20 minutes. Hein. Bon, c'est pas grave, vous avez l'habitude des vidéos qui durent 3 plombes hein, avec moi. Enfin bon bref, pour finir, je vais parler de la mise en scène, qui est très dynamique, mais en même temps qui reste toujours lisible. C'est pas voilà, je peux pas le résumer mieux que ça. C'est dynamique, surtout dans les scènes d'action, mais c'est lisible. À aucun moment j'ai l'impression que les mecs qui savaient pas trop quoi filmer, du coup ils ont remué la caméra dans tous les sens. Et bien là c'est la même chose, il n'y a pas de style caméra à l'épaule, ça rend très bien, c'est très bien réalisé. D'accord, ben c'est cool, je te remercie. Hein. J'ai un petit message qui s'est affiché. Je sais pas d'où il sort, mais bon c'est pas grave. Petite précision, les cinématiques du jeu ont été refaites sur la version Xbox One par rapport à la version 360. Alors rassurez-vous, ça ne change pas le déroulement du jeu, mais ça change finalement le déroulement des séquences. Je prends par exemple la séquence d'intro, d'accord, comme ça c'est pas un spoil. En vrai, sur 360, il y a la porte qui s'ouvre, puis le personnage Dominique qui jette le sac, puis Marcus qui sort de l'ombre. De mémoire, je crois que c'est ça. Sur version One, c'est pas ça. Sur version One, il y a, il ouvre la petite trappe, il voit que c'est Marcus, ensuite il tronçonne la truc, enfin il tronçonne, c'est le robot qui dessoude la porte, ensuite ils ouvrent la porte, et on voit Marcus qui est, on voit la silhouette de Marcus dans l'ombre qui est assis. Puis Dominique il lui balance le sac, puis Marcus il prend le sac, puis ensuite on voit il sort de l'ombre et il continue à mettre son armure, il y a les lumières qui s'allument. Ils ont refait les cinématiques, ça change pas l'histoire, le scénario en lui-même, mais ça change le déroulement de certaines séquences. Je pense que c'est un ajout appréciable, c'est vraiment bien fait, on sent vraiment que les mecs ils ont voulu mettre l'accent sur certaines choses, par exemple les visages, les cinématiques mettent vraiment l'accent sur les visages dans cette version One, donc ça c'est vraiment un point positif une fois de plus. Techniquement, alors forcément, là, mon avis va être différent entre la version 360 et la version One. Sur Xbox One, le jeu est très beau. Vraiment, je le trouve très très beau. Gears of War Ultimate Edition, très beau jeu. Les visages, les décors, les textures, les reflets, les effets de particules, les effets même de lumière, tout ça, ça rend bien. Tout ça, c'est soigné. Vraiment, techniquement, Gears of War, c'est une petite baffe. Voilà, c'est une vraie petite baffe. Moi, j'ai été séduit par l'aspect technique de ce jeu sur One. L'un des rares moments où j'ai été un peu déçu ou un peu plus mitigé concernant l'aspect technique, c'est l'eau, qui parfois est vraiment dégueulasse et parfois c'est juste une texture sur laquelle les mecs ils ont étalé un petit peu toutes les couleurs et à part quand on tire dessus, ça bouge pas. Voilà, donc c'est quand même un petit bémol. La version 360, elle, j'ai découverte cette année, donc forcément mon œil n'a pas été entre guillemets aussi flatté que celui qui a découvert le jeu en 2006, mais malgré tout, je tiens à préciser que le jeu Gears of War sur 360 aujourd'hui reste quand même largement regardable. Il a pris un coup de vieux, c'est une certitude, il a pris un gros coup de vieux même, mais il est beau encore, il y a des niveaux qui sont beaux. Par exemple le niveau là que je suis actuellement en train de vous faire, bon là je joue pas, hein, enfin, parce que forcément je suis en train de rien faire là, parce que je vous parle, mais le niveau que j'ai choisi, celui-là, quand je l'ai découvert sur 360, ben, j'ai été bluffé. Et c'est pas une connerie, j'ai été bluffé. Je me suis dit, putain, c'est sorti en 2006 ça, mais c'est beau encore, c'est beau. Et le niveau de la fin là sur le train, pareil, je me suis dit, mais putain, c'est beau. Vous vous rendez compte, on est en 2015, j'ai découvert ce jeu cette année sur 360 et je me suis dit, c'est beau.
alors que le jeu, il a 9 ans. C'est dire à quel point le jeu était soigné à l'époque. Imaginez la claque que ça aurait été si j'avais joué au jeu à l'époque. Imaginez. Voilà. Malgré tout, tout n'est pas rose, hein, faut pas exagérer non plus. Il y a des petits problèmes techniques dans Gears of War, que ce soit la version 360 ou la version One, il y a de l'aliasing, beaucoup plus présent sur la version 360 que sur la version One, bien évidemment. Il y a aussi des murs invisibles. Alors ça, je tiens à faire une petite précision, c'est que les murs invisibles en question, ils sont très présents sur la version 360. Sur la version One, ils ont quand même cherché à les dissimuler. Donc ça, c'est quand même important. Ils ont cherché à les cacher un petit peu. Ils ont mis par exemple du grillage. Il y a un mur invisible qui m'avait choqué sur 360. Là, sur One, ils ont mis un grillage. Donc du coup, forcément, ça choque moins. Parce que c'est plus un mur invisible. C'est un mur, c'est du concret, quoi. Mais il y a quand même un ou deux moments où le mur invisible n'a pas été dissimulé dans ce Gears of War version One. Donc, c'est pour ça que j'en parle. Il y a quand même, donc en plus de l'aliasing des murs invisibles, il faut aussi prendre en compte le fait qu'il y ait parfois des petits bugs de collision qui vont être un petit peu gênants. Et il y a aussi des petits bugs qui étaient présents sur la version 360 qui n'ont pas été rectifiés sur cette version One. Par exemple, les petits ennemis qui nous attaquent depuis le début de cette vidéo, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on les tronçonne, je veux dire, le sang commence à gicler avant même qu'on les touche. Pourquoi? Parce qu'ils sont petits. Donc en fait, eux, ils ont conçu tout simplement le tronçonnage comme si je tronçonnais quelqu'un de ma taille, donc Baird par exemple. Et du coup, le sang commence à gicler dès que je mets ma tronçonneuse comme ça. Alors que l'ennemi, il est à peu près au niveau du coude. Donc forcément, la lame ne le touche pas. C'est un bug qui est présent sur 360 et qu'ils auraient pu rectifier sur cette version One, mais qui n'est pas rectifié. Et ça, par contre, je trouve ça un petit peu limite. Ils auraient pu le rectifier. Vu tout le travail qui a été fourni sur l'aspect technique, bah tiens, je vais vous montrer. Vous voyez, ça gicle, mais je le touche pas. C'était présent sur 360, c'est aussi présent sur One. Je pense qu'ils auraient pu vraiment, mais vraiment, rectifier ça. Honnêtement, je pense même qu'ils auraient dû. Voilà, je vais m'arrêter d'ailleurs là-dessus. Ils auraient dû. Voilà pour ce qui est de mon avis sur Gears of War en termes d'ambiance, de scénario, d'aspect technique, de mise en scène et de bande son. Cette première partie s'arrête là. Je vous dis à bientôt pour la seconde partie. Portez-vous bien, jouez à Gears of War et vivement Gears of War 4. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, salut!